Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans une série Terroir Gourmand, nous partons dans le Piémont des Vosges à la découverte de la culture de la fraise et du sylvaner. Nous irons à la rencontre de Mathieu qui produit et transforme des fraises dans sa petite exploitation bio. Puis nous retrouverons Albert, producteur et fervent défenseur de sylvaner, un vin typique de l'Alsace. Je vous laisse en compagnie de ceux qui font perdurer et évoluer ces beaux produits et je vous retrouve juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. À l'extrême est de la France, l'Alsace s'impose comme une région au patrimoine culturel fort et à l'identité marquée. Chaque village fait honneur à la tradition. Le bâti aux multiples couleurs et les maisons à colombages dépaysent le visiteur de passage. Avec son climat continental, l'Alsace est soumise à de fortes températures pendant l'été, mais n'est pas épargnée par les pluies et les orages de chaleur qui donnent naissance à des teintes contrastées et des lumières en perpétuel mouvement. À 30 km au sud de Strasbourg, le Piémont des Vosges est dominé par le mont Saint-Odile, un haut lieu spirituel alsacien. Situé à 750 mètres d'altitude, il offre une vue exceptionnelle sur tout le pays. Ce territoire présente une grande variété de panoramas. Ces plaines céréalières le long du Rhin sont dominées par les douces montagnes des Vosges et ces forêts exubérantes abritent la cascade du Howald. La composition géologique des sols se révèle également propice à l'élaboration des grands crus viticoles d'Alsace. Albert Seltz est viticulteur de père en fils depuis 15 générations. Passionné par son métier, il se bat quotidiennement pour retranscrire dans ses vins l'histoire de son terroir. Sur ses parcelles, à Mittelbergheim, il produit un vin typique d'Alsace, le sylvaner. À quelques kilomètres, à Börsch, Mathieu Spindler cultive des petits fruits de saison et les transforme en confiture et en sirop. Pour lui, une seule règle, respecter la nature et prendre ce qu'elle a à nous offrir. Alors là, on est sur de la fraise, donc je travaille avec différentes variétés. Donc là, vous avez Syrafine, mais il y a également de la Marat des Bois, donc qui est bien connue, également en début de saison avec de la Gariguette. Et donc les plants que vous avez derrière moi, c'est de la Sangana. Issu d'une famille d'artistes amoureux de la nature, Mathieu a décidé d'exprimer sa créativité dans un jardin. Il récolte aujourd'hui sur des fraisiers dits remontants, c'est-à-dire qu'ils produisent des fraises à 2 reprises dans la saison. Il cultive de nombreux autres fruits, framboises, cassis, abricots ou encore rhubarbe, et il est ouvert à de nouvelles techniques culturales respectueuses de l'environnement. Cultiver, c'est quelque chose qui me parle depuis que je suis tout petit, c'est un truc que j'ai les pieds dans la terre depuis que je suis gamin. Et puis aussi de par mon passé, parce que j'ai une formation en biologie, et donc la mise en place de nouvelles pratiques culturelles qui sont plus respectueuses de l'environnement, c'est quelque chose qui me parle. Donc pour moi, c'était une évidence que si je me lançais dans le domaine, c'était de gérer un peu de A à Z et de mettre en place aussi en culture des nouvelles variétés qu'on n'a pas, ou plutôt des anciennes variétés, mais qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur les étals parce qu'elles ne produisent pas suffisamment, elles ne rentrent pas dans les critères des producteurs traditionnels. Mathieu cultive en permaculture. La technique consiste à laisser faire. Il ne travaille jamais la terre, il se contente simplement de l'enrichir avec du paillage. On va laisser faire un peu la nature, parce que c'est l'idée aussi, c'est vraiment d'inscrire la production du fruit dans l'environnement avec le biotope, travailler avec ce que la nature nous offre, donc les auxiliaires, des coccinelles aux hérissons, voilà. Quelle que soit la démarche, permaculture et d'autres d'ailleurs, maraîchage sur sol vivant, ce type de mouvement, c'est vraiment de préserver les sols. Donc on va les couvrir pour éviter qu'ils s'érodent. Là, on a vraiment un principe fondateur, donc on va pailler, mettre également des engrais verts donc pour enrichir le sol. Donc c'est vraiment cette démarche-là qui est mise en pratique ici. Le jeune agriculteur travaille à son rythme et n'a pas pour ambition d'agrandir sa production. Pour lui, le principal est de donner naissance à des produits de qualité, d'écouter la terre et de composer en accord avec la biodiversité. Un peu plus au sud,
À Mittelbergheim, Albert Sels a lui aussi une approche de la terre bien à lui. Il respecte sa vigne et le terroir. Vigneron en agriculture biologique, Albert intervient très peu sur ses sols. D'abord, en bio, on a un sol qui est vivant. Ça, c'est déjà très important. On peut mettre la main dedans. Et ensuite, ça va sentir la vie. Ça sent la betterave, ça sent le sucre. C'est tout ça qui va faire qu'à un moment donné, le sol fonctionne, les racines vont pouvoir puiser toutes les choses qui sont essentielles justement à ce raisin, qui fera qu'à un moment donné, le vin sera différent. Voilà. Donc en fait, quand on a ça, on découvre que on a un sol qui est travaillé naturellement par le végétal. Et c'est ça où c'est bien. Alors, on peut se dire ouais, c'est pas propre, mais c'est propre. La vigne ne souffre pas, elle est verte. Alors qu'on est en juillet, il fait très sec. Donc normalement, la vigne devrait souffrir. On découvre qu'en plus, on a une charge qui est juste raisonnable. Ce qui veut dire qu'en fait, la vigne est en autogestion et au moment de la récolte, on va pouvoir obtenir de beaux raisins qui vont donner un bon vin. Parce que pour avoir un bon vin, il faut du beau raisin. Il ne faut pas de la technologie ou toutes ces choses-là. Il faut un sol qui fonctionne, il faut une vigne qui soit en mesure de pouvoir prendre l'information et la restituer dans le raisin pour que le vin à la fin soit harmonieux. Comme une musique, le vin est une harmonie entre différents éléments. En véritable compositeur, le vigneron va jouer avec le climat, la terre, mais aussi avec l'énergie de la plante. La nature s'accorde avec les sols argilo-calcaires du Zotzenberg et permet au sylvaneur d'exprimer au mieux sa mélodie. Il n'y a pas de mauvais millésime, il n'y a que des mauvais vignerons. La nature, elle est belle chaque année. Donc en fait, si tu as beaucoup de soleil, tu auras beaucoup d'alcool. Si tu as beaucoup d'alcool, tu as de la complexité. Si tu as des vins complexes, tu vas mettre des vins complexes sur des plats complexes. Et si, à contrario, tu as un millésime plus simple, donc tu vas avoir un vin plus simple et tu vas prendre sur ce vin plus simple, un plat plus simple. Je veux dire, nous, on va essayer de faire des vins qui vont fonctionner avec ce qu'on va manger. C'est très important. Donc pour moi, il n'y a pas de mauvais millésime. Je veux dire qu'il n'y a qu'à Bordeaux qu'il y a des bons millésimes. Hein. Parce que c'est aussi les notions d'argent qui arrivent et donc on n'a plus le droit d'avoir de mauvais millésimes. Nous, on n'a pas de mauvais millésimes, on n'a que des millésimes intéressants. Avant de terminer la vérification de ces différents cépages, Albert rejoint son fils Jérémy, qui est en plein apprentissage. Ça vient là. Non, ça c'est bon. Savoir écouter la vigne et la comprendre demande de la patience. Mais le vigneron sait bien que suivre l'évolution du raisin est indispensable pour prévenir les éventuelles maladies et anticiper sa récolte. Le ramassage matinal des fraises s'achève pour Mathieu. Il se rend dans son laboratoire pour commencer la transformation de ses fruits en confiture. Il y a un peu deux démarches qui se complètent. Il y a la démarche locale déjà. On peut me retrouver à la boulangerie du coin, mais également donc, dans les magasins bio et les épiceries fines dans la région. Il y a pas mal de distributeurs effectivement qui sont sensibles à ce type de démarche, donc il y a de la demande à ce niveau-là, ça c'est sûr, et les consommateurs également. L'idée c'est aussi de faire de la vente directe. Donc on a des chambres d'hôtes, ça permet aussi de faire goûter les produits. Sur la transformation, c'est pareil, c'est faire à la main, petit, un peu comme ce qu'on peut faire à la maison. C'est conserver en fait cette qualité qu'on a pu goûter chez nos grands-mères par exemple. C'est-à-dire pas forcément des chaudrons de 50 kg de fruits, c'est des petites casseroles. En l'occurrence, je travaille sur des petits volumes. Je fais une douzaine de pots à la fois. Ça permet aussi de cuire plus rapidement, donc de préserver les qualités et la couleur du fruit. Et ça, c'est l'idée. C'est de faire petit mais bien. Mathieu réalise tout seul, de A à Z, mais toujours en prenant le temps nécessaire, car il vise des produits d'exception qui s'inscrivent dans une démarche durable. La fraise, grosso modo, la transformation prend quand même plus de temps que la cueillette. Et concilier les deux, c'est pas toujours évident, c'est un peu un pari. Après, c'est un peu le jeu. Quand on aime aussi, on a tendance à compter
je n'irai pas jusqu'à dire qu'on ne compte pas, mais quand on se réveille tous les matins et qu'on prend du plaisir à ce qu'on fait, on n'a pas trop de problèmes. Voilà, avoir des grosses journées, ça aide. La confiture est un savant mélange de fruits et de sucre. L'échange entre ces deux ingrédients va avoir pour effet de retirer l'eau du fruit pour n'en garder qu'un concentré sucré. L'acidité du fruit, le sucre, la cuisson et la mise en pot garantissent aux confitures de Mathieu une conservation sur 3 ou 4 ans. Après une bonne dizaine de minutes de cuisson, Mathieu vérifie la teneur en sucre de son produit final. Parfait. Il n'hésite pas à expérimenter de nouvelles recettes, à apporter une touche de fraîcheur et de modernité à ses produits pour le plus grand plaisir des fins gourmets. À Aubernais, Janine Strom et son frère ont ouvert en 2015 une boulangerie 100% sans gluten. Ils travaillent principalement avec de la farine de riz, ce qui permet aux intolérants au gluten de profiter d'une véritable boulangerie-pâtisserie proposant des produits variés. Ici, on transforme avec originalité les produits des artisans locaux, comme les confitures et les fruits de Mathieu. Les fruits de Mathieu, ils sont riches en saveurs. Selon les variétés, il y a vraiment une différence qui est marquée. Donc, puis on sent l'amour du fruit, c'est-à-dire qu'il connaît ses fruits par cœur. Il connaît même leur histoire, parce qu'il y a des pieds qui sont là depuis des années et des années. Et puis tout ce qu'il fait, c'est vraiment juste de la pure création avec ses confitures à la tomate, églantine et tout ça. C'est vraiment fantastique. Janine Strom est l'une des rares professionnelles de la région à pouvoir se fournir en fruits bruts chez Mathieu. Oh, fantastique, tu m'as ramené des fraises. Oui, les fraises du jardin, toutes fraîches, cueillies ce matin. Fraîches. On va faire des super trucs avec. J'espère bien. Des bonnes tartelettes. D'ailleurs, j'en ai fait des nouveautés. Avec les... Je t'en avais parlé. Ouais. Fraisement, tu vas voir, c'est exceptionnel. J'attends de voir ça. Alors, tu as deux versions. Tu as une Linzer-Torte, c'est une spécialité alsacienne, mais revisitée, avec ta délicieuse confiture de fraises. Mais là, en dessous, on a mis un pesto de menthe aux noisettes. Ah, bien. Donc ça, Menthe, c'est la fraises et noisettes. version nature. Et après, c'est la même chose, mais avec une ganache montée à la vanille, au chocolat blanc et à la menthe. C'est les classiques. Mais elles sont magnifiques, tes fraises, non? On sent vraiment la différence de goût selon les variétés, forcément. Et puis elles sont choyées. Ah oui, bien sûr. Beaucoup d'amour. Bah oui, j'ai vu ça la dernière fois. C'est fantastique. Alors que les clients peuvent d'ores et déjà déguster les fruits de l'été avec les confitures de Mathieu et les pâtisseries de Janine, il faudra encore attendre quelques mois avant de récolter le raisin qui donnera le sylvaner tant réputé de Mittelbergheim. Longtemps relégué au second plan, le sylvaner s'est effacé au profit des grands crus alsaciens comme le Riesling, le Gewürztraminer et le Pinot Gris. Pourtant, le sylvaner est un vin complexe qui sait se démarquer et la cuvée 2016 en maturation dans les caves d'Albert commence déjà à révéler son potentiel. Par rapport au travail du vigneron, on va réussir à obtenir des vins avec une certaine complexité, plus ou moins intéressante. Et pour le sylvaner, dans le cadre du sylvaner, on a un vin qui n'est pas très intense, qui est introverti, mais qui a une très grande droiture. Il y a cette stabilité, il y a cette bienveillance à l'égard de ce que vous pourrez trouver dans votre assiette, qui font qu'il devient extrêmement social. Albert a mené un combat acharné auprès des autorités pour redonner à son vin l'attention qu'il mérite. Après plusieurs années de lutte, il a réussi à obtenir l'appellation Grand Cru pour les sylvaners de Zotzenberg. À ce jour, ce sont les seuls sylvaners à en bénéficier. Il faut savoir que Mittelbergheim est connu pour son sylvaner parce que nos grands-parents ont fait des grands sylvaners sur ce village. Et donc, le village était en train d'arracher le sylvaner pour planter des Pinot Gris, Riesling, Gewürztraminer, parce que bien plus facile à vendre. Et on était en train d'ignorer l'histoire ancestrale des générations antérieures. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de défendre, en mémoire de ce qu'ont fait nos grands-parents, ce fameux sylvaner, parce qu'il nous donne la possibilité d'être complètement différents des autres cépages alsaciens. De la vigne à la cave,
Albert produit son vin dans le sillage laissé par ses ancêtres, avec l'envie de mettre en éveil les sens de celui qui le boira, mais aussi de lui transmettre l'histoire et les traditions de son terroir. Pour les visiteurs curieux d'en savoir un peu plus sur les vins d'Alsace, Albert organise personnellement des visites à la cave. Il donne ainsi les clés pour comprendre les subtilités de ces différents vins. Hello everybody. L'architecture aromatique d'un auxerrois, d'un pinot blanc, d'un riesling, d'un pinot gris, en fonction de son terroir, en fonction de son microclimat, va faire qu'il va avoir des expressions, des intensités, des tempéraments complètement différents. Après, il y a des trames. Je veux dire, le Riesling a une trame acide, je veux dire, le Gewürztraminer est sur les épices, la rose, le litchi. Et le Sylvaner, c'est le filiforme avec beaucoup de profondeur, quand il est bien fait. Pendant la haute saison, Albert reçoit environ 500 visiteurs par mois dans ses caves. Et il termine toujours la visite en donnant quelques conseils de dégustation. Nose will give you the information of corked or not corked, fruity or not fruity. But here we try to understand if the wine is clean or not. Then we put it in the mouth. Valérie Ebener est guide touristique en Alsace. La visite de Mittelbergheim et des caves d'Albert est pour elle un incontournable, autant pour la qualité de ses vins que pour le personnage. Il parle de sa terre et quand il parle, on sent vraiment qu'il a l'Alsace qui coule dans ses veines. Quand il parle là, pendant la dégustation, il met vraiment ses tripes sur la table. Il met son cœur. Donc c'est touchant et je pense que c'est ce qui va vraiment droit au cœur des gens. J'ai toujours fait ça. Le problème, c'est de faire ça avec son cœur et pas en essayant de donner une information aux gens. J'aime ma région, on a quelque chose à faire découvrir qui n'est pas encore connu. Et donc, c'est très important à un moment donné de pouvoir donner ces informations et de les communiquer à des gens qui sont intéressés par le vin. Puis l'Alsace, c'est une super région, quoi. Je veux dire, c'est une région qui est super complexe, qui est très compliquée, qui n'a pas une très grande lisibilité. Et donc, elle a besoin de vignerons pour essayer de la rendre intéressante. Albert attache une grande importance à transmettre son amour de la terre et du vin. Partager ses connaissances et aider les amateurs à comprendre ses vins faisant partie intégrante de sa vision du travail de vigneron. Mathieu reçoit la visite de Yannick, un ami d'enfance qui lui aussi s'est installé récemment en permaculture. Il est en pleine forme ce jardin. Oui. L'association des légumes là, avec les fruits. Pour ces deux agriculteurs, l'entraide et le partage sont des valeurs essentielles dans leur métier. Yannick vient donner des conseils techniques à Mathieu pour améliorer sa production de tomates. Ouais, mais en termes d'activité chlorophyllène, si tu enlèves celle-là, tu as encore de la... Ouais, en fait, les feuilles de tomates, une fois qu'elles ont passé 2 mois, elles se deviennent quasiment presque inutiles pour la plante. L'activité, elle se fait beaucoup plus dans les jeunes. Sur l'apex. Et ça descend en fait. Donc tu peux te permettre d'effeuiller jusqu'au-dessus du premier bouquet. C'est même sain pour la plante en fait, quoi. De lui enlever les anciennes feuilles et de permettre aux nouvelles de repartir. Ouais. De plus en plus de jeunes comme eux s'installent sur de petites parcelles. Les notions productivistes s'estompent peu à peu pour laisser la place à une culture mettant l'accent sur la qualité du produit. Et là, avec le renouveau de l'agriculture, je pense qu'il y a de plus en plus d'installations sur petite surface. Là, c'est vraiment un renouveau. Ces 5-10 dernières années, les gens ont compris qu'il n'y avait pas besoin de cultiver sur 5 hectares. Peut-être faire sur petite surface et bien valoriser son produit. S'il y a, comme nous, plein de petits producteurs dans chaque village, ou dans chaque ville, dans chaque canton, qui fait chacun sa petite chose, du maraîchage, des petits fruits, des plantes, etc. C'est l'avenir, c'est clair, quoi. On va vraiment développer un côté local, les gens vont consommer local. Yannick et Mathieu sont complémentaires. Ils s'apportent tous les deux un précieux soutien afin d'améliorer leur activité sur le plan professionnel, mais aussi moral. De toute façon, on ne peut pas être seul. On est dans la démarche aussi qu'on a avec Yannick par exemple et d'autres personnes qui sont dans le même domaine, c'est justement cette entraide, c'est cette collaboration. On ne se construit pas et on ne construit pas ce type de projet tout seul. Et ce n'est pas l'idée.
C'est effectivement inscrit dans les principes de la permaculture, c'est cette collaboration, cette entraide. Mais j'ai envie de dire que ça devrait être élargi à n'importe quel... voilà. Ça ne devrait pas en tout cas être limité à ce type de pratique, ouais, ou de démarche. Pour moi, c'est une évidence. Albert est lui aussi très attaché au partage des savoir-faire. Aujourd'hui, il emmène son fils Jérémy dans les caves pour une dégustation. On va goûter un peu là parce que... Des sculptures ou des dessins de pélicans sont dispersés un peu partout dans son domaine. Dans le bestiaire religieux, cet animal représente le don de soi et la renaissance. Donc alors ce que je compte faire plus tard, c'est de travailler sur cette exploitation pour remplacer mon père. Puisque déjà, j'aime beaucoup travailler dehors et être au soleil et travailler avec la vigne, avec la nature. J'ai grandi dedans, du coup je me suis tout de suite projeté dans ce métier-là. Je vais essayer de voyager un peu d'abord, un maximum jusqu'à mes 25 ans et ensuite seulement reprendre par la suite après l'exploitation. Et essayer aussi d'apprendre un maximum l'anglais pour pouvoir accueillir la clientèle, car c'est aussi super sympa de pouvoir faire ça, de montrer notre patrimoine qui a été construit d'année en année. En attendant de se perfectionner en Californie et en Nouvelle-Zélande, Jérémy souhaite faire une formation pour apprendre la culture en biodynamie. Mais pour le moment, son apprentissage se fait dans la cave avec son père. Donc c'est quoi? Ça commence fruité. Donc c'est fruité, vas-y goûte. C'est salin. Voilà, c'est fruité, c'est gras. Ouais. On a cette sensation de sucre et en fait qui finit complètement... qui a asséché, voilà. Ouais. Ce côté salin qu'on a, je veux dire, une fois que le sucre est passé, on découvre que la bouche salive. Et écouter ce que la bouche a à dire, c'est super important. Et une fois qu'on a compris ce mécanisme, eh ben, ça nous permet de savoir, par exemple, que ce vin fonctionnera très bien avec le foie gras. Chose que normalement, on ne fera jamais avec un sylvaner, tu vois. Donc le travail en Alsace, il y a 7 cépages, chacun a sa personnalité. Mais le sylvaner, quand il est bien fait, est absolument un grand vin. Et notre rôle à nous, à Mittelbergheim, et chez nous en particulier, chez Albert Sels, c'est justement de pouvoir prouver que le sylvaner est un cépage qui a la possibilité de s'exprimer sur la très belle gastronomie. Albert et Mathieu ont dédié leur quotidien à l'élaboration de produits d'exception. À l'écoute des autres et du patrimoine de leur région, ils savent travailler en symbiose avec leur terroir. Ils confectionnent ainsi des produits originaux avec du caractère, à l'image des paysages qui les entourent au cœur du Piémont des Vosges. Aujourd'hui, je vais vous préparer des fraises de 2 façons. Granité de sylvaner et épices, biscuits au cacao. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra, pour les fraises pochées, 400 g de fraises, 150 g de sucre, une étoile badiane, 6 g de cannelle en bâton, une gousse de vanille, 35 centilitres de sylvaner. Pour le lacis à la fraise, 90 g de fraises, 70 g de fromage blanc, 10 g de sucre. Pour le streusel cacao, 60 g de beurre, 60 g de sucre, 60 g de farine, 12 g de cacao en poudre, 45 g de poudre d'amande, une demi-cuillère à café de cannelle en poudre. Pour le décor, différentes pousses. Je vous ai choisi cette sélection de pousses. En fonction de votre marché ou de ce que vous trouvez, vous pouvez forcément adapter la recette. Pour les fraises pochées, équeutez les fraises et les réserver dans une boîte. Dans une casserole, faire bouillir le vin, le sucre, la badiane, la cannelle et la vanille. Pour obtenir ce beau parfum de vanille, surtout ne pas oublier de couper la vanille en 2 et de l'égrener avec un couteau par exemple. Puis faire flamber. Refroidir le sirop à température ambiante. Le verser sur les fraises et laisser mariner au moins 2 heures. Pour le lacis à la fraise, si vous avez des fraises un petit peu moins jolies dans votre barquette, les utilisez pour confectionner le lacis. Mélangez les fraises, le fromage blanc et le sucre. Puis les mixer afin d'obtenir une consistance lisse et homogène. Réserver au réfrigérateur. Pour le streusel cacao, ramollir le beurre et le mélanger avec le sucre. Incorporer la farine, le cacao,
la poudre d'amande et la cannelle, tout en sablant. Sabler une pâte, c'est la travailler juste avec le bout des doigts. Émietter l'appareil en formant des petits morceaux et les cuire sur une plaque avec du papier cuisson pendant 15 minutes à un four préchauffé à 160 degrés pour le graniter aux épices. Égoutter les fraises pochées, récupérer le jus des fraises et les mettre au congélateur au moins 2 heures. Une fois le sirop pris en glace, le gratter à l'aide d'une fourchette pour obtenir un granité. Pour le dressage, dans une assiette creuse, disposez au centre le granité. Déposez les fraises par-dessus, dont une au centre, et versez le lacis à la fraise tout autour de celle-ci. Finir par le streusel cacao. Les pousses et les fleurs, et servir très frais. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.